Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. Le chef d'État, le président Macky Sall, est à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où il participe au sommet mondial sur l'énergie. Le dossier du jour porte sur les liaisons maritimes entre Dakar et les îles comme Gorée et Ngor. Si pour Gorée c'est la chaloupe qui est de mise, à Ngor les pirogues dictent leur loi. Enfin, ce soir, nous allons à Bakel pour partager les temps forts du deuxième jour du Festival des ondes d'intégration, un festival qui réunit les populations du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie. Le chef d'État est arrivé à Abu Dhabi, première étape d'une tournée qu'il conduira en Suisse, en Éthiopie et à Abu Dhabi. Le président prend part au sommet mondial sur l'énergie. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec nos envoyés spéciaux. Dakar a abrité la réunion de consultation sur les accords de partenariat économique. Les commissaires de l'UEMOA et de la CEDEAO ont rencontré les membres de la société civile ouest-africaine pour discuter sur les API. L'objectif est de les impliquer dans les négociations entamées avec l'Union européenne. Le compte rendu est signé d'Amsila. 10 années de négociations entre l'Afrique et l'Union européenne, toujours pas d'accord définitif sur les APE. Dans la zone CEDEAO, par exemple, seuls le Ghana et la Côte d'Ivoire ont signé le partenariat pour trouver un terrain d'entente sur la question. Les acteurs ont tenu cette réunion de consultation. Mais chaque fois qu'on touche à un produit, on remonte aux branches d'activité, on remonte au secteur d'activité. Et c'est ça qui nous a servi, c'est ça l'objet de notre négociation. On ne reste pas sur un produit, non. Comment il est produit, où il est produit, quels sont les emplois créés dans son activité, qu'est-ce que ça rapporte comme ressources fiscales internes. On se pose toutes les questions. C'est le donnant et le recevoir. Et nous voulons en sorte qu'on perde le maximum et qu'on gagne aussi le maximum que nous pouvons avoir. Voilà un peu la qualité de la négociation. C'est très bien que vous apportez des éléments qui puissent enrichir. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas aller de l'arrière, on ne peut aller que de l'avant. Pour un accord participatif et concerté sur les APE, l'UEMOA et la CEDEAO ont impliqué la société civile ouest-africaine dans les négociations avec l'Union européenne. L'objectif est d'améliorer la compréhension des enjeux de la question. Lorsque nous sommes ici dans la région, dans les politiques régionales, nous faisons ce que nous pouvons pour construire ensemble, et même sur les APE, il y a des questions sur lesquelles nous avons la société civile, le secteur privé et autres, des consensus avec les institutions. Il y a d'autres points sur lesquels nous avons des divergences, peut-être d'appréciation, parce que nous ne sommes pas soumis aux mêmes contraintes, nous n'avons pas les mêmes responsabilités, mais à chaque fois, nous essayons de tirer le meilleur de la région. La date butoir de la signature des accords de partenariat économique était prévue le 31 décembre 2007. 7 ans après le deadline, les négociations se prolongent toujours. Réunion des membres du Conseil consultatif national des droits de l'homme. Elle a permis de présenter le dernier rapport périodique du Sénégal devant le comité pour l'élimination de la discrimination raciale. La réunion entre dans le cadre du programme d'activité annuel du comité consultatif Abdelaziz Ban. Le Sénégal s'est doté d'un organe national de coordination de l'élaboration des rapports sur les droits humains. Le Conseil consultatif national des droits de l'homme est mis en place pour assurer le suivi des recommandations et décisions des organes de traité régionaux et internationaux. Il a aussi, ce Conseil, une autre mission, à savoir donner ses avis au gouvernement, aux ministres qui sont intéressés sur les questions relatives aux droits de l'homme. Nous démarrons aujourd'hui donc notre programme d'activité annuelle pour commencer notre travail. Après chaque présentation de rapport, le comité intéressé fait des observations, fait des recommandations au pays. Et il appartient à ce pays, à l'État partie, de suivre ces recommandations. Le rapport périodique produit par le comité consultatif constitue un véritable baromètre d'appréciation du degré de mise en œuvre. Nous avons reçu des instructions de M. le garde des Sceaux pour résorber tous ces retards, pour que cela soit un mauvais souvenir, pour que vraiment le Sénégal soit fidèle à ses engagements internationaux et soit à jour dans la présentation de ces rapports périodiques. Le ministre lui-même, en tant que militant avéré des droits de l'homme, s'est engagé à vraiment supporter en fait et accompagner donc le Conseil consultatif national des droits de l'homme dans son travail.
parce que c'est d'abord un militant des droits de l'homme. Mais il faut relever principalement une chose, c'est que le Conseil consultatif national est rattaché au cabinet du ministre de la Justice. Le Conseil consultatif national des droits de l'homme est ouvert à tous les ministères. La composante droits humains est un complément nécessaire pour renforcer l'accès aux droits et les bonnes pratiques administratives. Accroître la prise de conscience des citoyens sur la corruption, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation lancée dans 6 régions par l'Observatoire des acteurs non étatiques contre la corruption, la non-transparence et la concussion. L'USAID et le ministère chargé de la promotion de la bonne gouvernance veulent informer sur les coûts de la corruption, véritable frein au développement. Hamidou Diop. En termes de coûts, la corruption est un véritable frein au développement. Au Sénégal, les pertes qu'elle occasionne sont estimées à 307 milliards de francs CFA selon une étude. Mais depuis quelque temps, le pays a fait des progrès. De la 112e place, le Sénégal se positionne actuellement à la 77e selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Un bond en avant qui doit être soutenu et c'est pourquoi les acteurs non étatiques ont engagé une campagne de sensibilisation. Il nous appartient à tous, acteurs étatiques et non étatiques, d'agir pour le changement doit venir vers le développement. Aux premières loges de cette campagne, l'Observatoire des acteurs non étatiques pour la lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion. L'organisation est soutenue aussi par le programme Gouvernance et Paix au Sénégal de l'USAID. À travers cette campagne de sensibilisation, les citoyens seront mieux informés sur les méfaits de la corruption, notamment sur les coûts et les impacts négatifs sur leurs conditions de vie, ainsi que sur l'utilisation des systèmes de dénonciation. Pour l'instant, 6 régions sont ciblées: Dakar, Thiès, Kédougou, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. L'objectif est de sensibiliser les citoyens, mais également les acteurs non étatiques et le gouvernement. La corruption n'a pas seulement des effets sur le plan pénal. Elle ne viole pas simplement l'éthique et l'attitude responsable attendue des dirigeants d'un pays, mais également des dirigeants, des acteurs non étatiques, comme des entreprises privées. Il s'agit d'une question globale qui n'adresse pas simplement les autorités de la République, mais concerne à la fois tous les citoyens qui exercent des responsabilités et à quelque niveau qu'ils se situent. Au terme de cette campagne de sensibilisation, les organisateurs attendent des citoyens plus conscients des effets néfastes de la corruption et qui s'engagent à y mettre un terme. Parlons santé à présent dans ce journal. Consultation, médicaments, hospitalisation et vaccination. Un paquet gratuit pour tous les enfants sénégalais de 0 à 5 ans. L'initiative est effectuée depuis le début du mois d'octobre dernier. Une telle option de gratuité a un coût que l'État est prêt à supporter. À Dakar comme partout ailleurs, la décision est bien accueillie par les populations. Omar Diaw et Ramatadem. La gratuité des soins de santé pour les enfants de 0 à 5 ans, rêve ou réalité, les populations, elles, reçoivent cette initiative avec beaucoup d'enthousiasme. Les temps sont durs, les médicaments, les soins de santé coûtent cher, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans. Si l'État veut rendre gratuit l'accès aux soins de santé pour nos enfants, nous sommes preneurs. C'est une très bonne idée, cela peut aider les démunis. C'est une belle initiative si l'on sait que les soins des enfants coûtent cher, c'est toujours des consultations, des ordonnances et les temps sont durs. Cette gratuité des soins a déjà débuté avec la prise en charge de certaines pathologies et le programme élargi de vaccination. On organise les journées de supplémentation en vitamine A, les journées de déparasitage pour cette tranche d'âge, mais toujours dans le cadre de la gratuité, on a la mise en place ou bien l'utilisation même des médicaments spécifiques tels que les antituberculeux, les antirétroviraux pour le VIH. Et nous avons aussi un programme qui vise toujours ces enfants. Ce programme surtout agit au niveau de la malnutrition, mais aussi de la prise en charge de la diarrhée. Il s'agit d'une réelle nécessité vu la situation économique de nombreuses familles. Selon les travailleurs, cette initiative pourrait permettre de lutter contre la mortalité infantile. Les affections, l'hospitalisation, les tickets sont gratuits. Je pense que
ça fera notre affaire et puis l'affaire de la population. Parce que nous, on n'est pas là pour faire des bénéfices. On est là tout juste pour couvrir certains frais, mais nous sommes là pour la population. Je pense que le ministère de la Santé et l'État ont pris une bonne initiative. Une bonne initiative certes, mais qui nécessite des mesures d'accompagnement pour se concrétiser. La gratuité pour les enfants de 0 à 5 ans, avec une gratuité de la consultation au niveau des postes de santé, des centres de santé comme Gaspard Camara, mais également toutes les urgences au niveau des hôpitaux. Rien que cela, ça a un coût presque de 2 milliards à peu près pour 5-6 mois. Si c'est disponible, les médicaments, voilà, tout ce qu'il faut pour la prise en charge, c'est disponible. Il n'y a aucun problème à notre niveau. On ne demande que ça et on ne va plus courir derrière les malades pour qu'ils paient, pour qu'ils régularisent. Donc, mais il y a un coût. Je m'engage à assurer la mise à disposition de toutes les ressources nécessaires. La gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, une belle initiative selon les parents pour cette tranche de la population non négligeable. Les enfants de 0 à 5 ans, si petits, si vulnérables, qui méritent un accès aux soins de qualité pour une future population en bonne santé. Mais quelle que soit la gratuité, la prévention reste la manière la plus efficace de lutter contre les maladies. C'est avant tout le rôle des parents. Santé animale à présent. La campagne nationale de vaccination du cheptel n'a pas répondu à toutes les attentes en 2013. Les contraintes notées sont surtout liées au déficit de vaccins. Pour 2014, les perspectives s'annoncent belles avec l'engagement des partenaires à soutenir les efforts du gouvernement à prévenir les maladies animales et par ricochet protéger la santé des humains. Lancée en février 2013 à Concon-Sérère par le chef de l'État, la campagne annuelle de vaccination du cheptel a permis de doper la santé animale malgré un déficit en vaccins qui a plombé les résultats. Mais grâce à une volonté politique avérée et la détermination des partenaires et des organisations d'éleveurs, les productions animales sont promises à un bel avenir. Son Excellence le Président Macky Sall, à travers sa présence au lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel à Concon-Sérère et la rencontre avec les éleveurs à Doli, a montré de la plus belle manière son attachement au secteur de l'élevage et sa conviction quant au rôle prépondérant que l'élevage peut jouer pour le développement économique et social de notre pays. Il nous appartient maintenant, autorités publiques, autorités politiques, techniciens, éleveurs, administratifs, tous ensemble, d'être à la hauteur de cette confiance placée dans notre secteur et de travailler la main dans la main pour relever les défis qui nous interpellent. Pour le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, la vaccination correcte du cheptel et un meilleur rapportage des maladies s'imposent non seulement pour prendre de bonnes décisions techniques et politiques, mais aussi pour amener le secteur de l'élevage à mieux contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, à la lutte contre la précarité sociale et à la protection de la santé animale. La réapparition de la péripneumonie contagieuse bovine en 2012 et en 2013, après 35 ans d'absence, et la réémergence des foyers de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre afteuse et de dermatose nodulaire contagieuse bovine, montrent qu'il y a encore énormément d'efforts à faire pour la protection sanitaire de notre cheptel. En plus du milliard de francs consacrés chaque année au programme d'amélioration zoosanitaire, le gouvernement a recruté cette année 78 agents, dont 18 docteurs vétérinaires, pour renforcer le personnel des productions animales. Précédant ce recrutement, 157 motocyclettes ont été acquises pour les postes vétérinaires. De plus, 45 services départementaux et 14 services régionaux de l'élevage sont dotés de véhicules. Par ailleurs, sous peu, 967 parcs à vaccination seront construits ou réhabilités pour un coût de 4 milliards. Je vous le disais dans les titres de ce journal, le chef d'État est arrivé à Abu Dhabi, première étape d'une tournée qui le conduira en Suisse et en Éthiopie. À Abu Dhabi, le président prend part au sommet mondial sur l'énergie. Envoyé spécial au Marsec. Après 9 heures
de vol, l'avion du chef de l'État a atterri à l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi. Macky Sall est accueilli par Cheikh Taïnoun bin Sultan Al Nahyan, un membre de la famille royale. Une délégation sénégalaise était également à l'accueil devant l'entrée du salon principal réservé aux hôtes de marque. Premier entretien avec son Excellence, Cheikh Taïnoun Al Nahyan, Macky Sall avait à ses côtés son épouse et quelques membres de sa délégation. Les premières images de cet accueil montrent bien que les rapports entre les Émirats arabes unis et le Sénégal sont de longue date et témoignent des relations personnelles et étroites entretenues par les Émirats et les plus hautes autorités politiques et religieuses du Sénégal. Cette coopération est régulièrement maintenue. Nous sommes ici, dans l'un des premiers pays producteurs d'hydrocarbures, 5e réservoir de gaz naturel du monde. L'économie de la fédération est dominée par 2 Émirats, Dubaï et Abu Dhabi, dont les premières images du jour que vous découvrez prouvent que vous êtes dans un pays qui a une santé économique et financière reluisante. Les Émirats arabes unis constituent la 3e économie du Moyen-Orient, derrière l'Arabie saoudite et l'Iran. Vue de nuit, Abu Dhabi est une ville lumière qui vous fait rêver. L'économie sera certes au centre de cette visite du président Macky Sall, ici, aux Émirats arabes unis. Mais le temps fort, c'est le sommet mondial sur les énergies du futur. Il s'ouvre demain. Cet événement annuel phare dans le secteur des énergies renouvelables. À cette occasion, la capitale fédérale attend la participation de chefs d'État et de gouvernement, des décideurs, des experts, des scientifiques, des hommes d'affaires du secteur public et privé. Le Sénégal marquera sa présence par une forte délégation reçue par le président Macky Sall. D'autres temps forts de cette visite du président à Abu Dhabi dans nos prochaines éditions avec nos envois spéciaux. Les nouveaux mécanismes de financement mis en place par la direction des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin expliqués aux femmes d'Undem, localité située à 10 km de Bambey. C'est à l'occasion d'une journée d'échange, synthèse de ce rencontre avec Moussa Mané. Il s'agit durant cette rencontre d'échanger, de réfléchir sur les voies et moyens d'aider les femmes de la localité d'Undem à mieux s'organiser. Ceci en identifiant les secteurs porteurs de croissance. Le problème, souvent, c'est un problème d'information, c'est un problème d'entrepreneurship. Et je crois que là, l'idée, c'était de venir identifier quels étaient les obstacles d'accès à l'information pour que ces braves femmes et ces braves organisations puissent bénéficier notamment de l'ensemble des financements et des appuis promus notamment dans le cadre du programme de développement économique de l'État. En Ndem, quelques 250 femmes et une cinquantaine d'hommes travaillent dans le secteur de l'artisanat, un centre mis en place par Serigne Babacar Mbow. Toutefois, pour mieux contribuer au développement économique et social de la localité, elles veulent s'ouvrir à d'autres secteurs. Nous travaillons dans l'artisanat. Cependant, nous voulons développer le secteur agricole avec le maraîchage, l'élevage, avec la relance du projet de poulailler et bien d'autres secteurs. Le problème fondamental auquel sont confrontées les femmes, surtout celles du monde rural, est l'accès au financement. C'est ainsi que la direction des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin, en partenariat avec le projet d'appui à la promotion du secteur privé, a tenu à expliquer les nouveaux mécanismes de financement. Nous servons de relais pour les différentes structures bénéficiaires pour les accompagner dans la mise en œuvre des différentes missions qu'il incombe à la direction. Elles savent que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a parlé des femmes, de l'entrepreneuriat féminin, des fonds qu'il injecte pour le service crédit femmes, pour le fonds de l'entrepreneuriat, le fonds de la microfinance. Il était question de leur expliquer qu'ils entendent financement, mais les financements s'accompagnent de critères, s'accompagnent de conditions. Il faut d'abord s'ériger en GIE ou en association ou en groupement. Les difficultés, les secteurs étant identifiés ici en Ndem, il s'agit maintenant d'accélérer la cadence avec la mise en place d'instruments et de cadres de regroupement. Lutte contre la pauvreté, les ministères de la jeunesse et de la formation professionnelle mettent en place une centrale de services. La structure, fruit de la coopération avec la Banque africaine de développement, va aider à réduire le chômage et le sous-emploi. Safoura Sow. Booster l'artisanat sénégalais par la qualification de la main-d'œuvre,
une priorité des ministères en charge de la formation professionnelle, de la jeunesse et de l'emploi. Ensemble, les ministres Tala et Sambou vont mettre en place des centrales de services. Dans le cadre du programme d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, le programme PAPEJ avec la BAD, nous avons travaillé à l'élaboration d'un programme qui s'appelle centrale de services. Mais nous avons considéré qu'il y a un secteur technique en charge donc, de cette activité et avec mon collègue donc, en charge de l'artisanat et de la formation technique et professionnelle, nous avons voulu mettre en place un cadre de travail. Pour réussir ce pari, les techniciens des deux départements sont mis en contribution. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, un département qui a la transversalité de travailler avec tous les secteurs de l'économie. Nous avons une position transversale dans ce ministère. Nous pouvons travailler avec l'ensemble des ministères parce que nous devons assurer la formation professionnelle et également accompagner l'artisanat sénégalais. Donc cette position transversale nous permet de travailler avec tous les ministères. Donc nous nous félicitons le fait que le ministère de la Jeunesse, depuis pratiquement 3 mois, travaille avec nous pour la mise en œuvre de ce projet novateur extrêmement important parce que partout où on est allé, les artisans demandaient avant tout le financement, la formation et l'équipement. Le projet est financé par la Banque africaine de développement, la BAD. Sa gestion par ces deux ministères va participer à réduire considérablement le chômage et à lutter contre la pauvreté. Nous en venons au dossier du jour. Gorée et Ngor, deux grandes îles de la région de Dakar, pour se rendre sur les lieux qui suscitent beaucoup de fascination, pas d'autre moyen que les chaloupes, les pirogues ou encore des vedettes. Ces moyens de liaison rythment la vie des insulaires, mais constituent parfois un frein à leurs activités d'Abakébé. Patrimoine historique mondial, Gorée est l'une des 19 communes d'arrondissement de la capitale. D'une superficie de 28 hectares, l'île est à un quart d'heure de Dakar. La traversée s'effectue à bord de 2 chaloupes qui font la navette à des heures bien réglementées par la Société nationale du port autonome de Dakar qui assure la liaison maritime Dakar-Gorée. Nous disposons de 2 chaloupes en ce moment. Le BER, qui est la dernière acquisition, et la première, c'est le Kumba Castel. Ces 2 chaloupes qui ont des capacités chacune de 350 places, ce qui est extrêmement limité en ce moment par rapport au trafic. Et ne serait-ce que uniquement les habitants de Gorée, souvent peuvent remplir la chaloupe. Ce qui veut dire aujourd'hui, notre projet et vraiment notre ambition, c'est de chercher une nouvelle chaloupe qui a une plus grande capacité. Je vis entre 2 chaloupes, à moitié à Gorée, à moitié à Dakar. Mais je trouve que c'est une chose très difficile. Parce que quel que soit Alpha, on n'arrive pas à avoir une vie stable. Située à 400 mètres du village du même nom, l'île de Ngor, une petite île du Sénégal au large de la presqu'île du Cap-Vert. Des pirogues motorisées et vedettes font la navette toute la journée pour transporter les touristes et les résidents. Ici, la liaison est beaucoup plus informelle. Nous sommes un regroupement qui s'appelle le regroupement des transporteurs de l'île de Ngor, géré par 2 familles, la famille Seck et la famille Samb. Nous sommes là depuis, parce que ça fait de père en fils. Nous n'avons pas d'heure. Nous partons suivant le nombre qu'il y a pour ne pas faire trop attendre les gens. La vie sur les îles a toujours été source de fascination pour ceux qui sont de l'autre côté. Pourtant, les habitants sont souvent confrontés à des difficultés liées au trafic. Le transport est très difficile. Il faudrait qu'on s'organise pour avoir une meilleure vie, d'autant plus que ça dénature tout, quoi. On a énormément de problèmes, surtout quand il y a l'affluence. Quand il y a des touristes, on n'arrive pas à prendre la chaloupe. On leur avait proposé une solution, c'est-à-dire qui réserve un certain quota pour les Goréens. Quand on rentre à Dakar à 9 par exemple, tu es obligé de quitter l'île vers 7 heures, le temps de prendre la pirogue, de prendre la voiture, tout ça. Donc c'est toujours des choses à calculer sur calcul, quoi. À Gorée comme à Ngor, la traversée obéit à des consignes de sécurité. Ici et là, on veille consciencieusement sur la sécurité des passagers à bord. Nous assurons nous-mêmes la sécurité, mais nous sommes assistés également par la gendarmerie et également il y a les forces de police qui ont mis des agents à nos dispositions au niveau de l'île de Gorée. Nous avons pratiquement plus que le double en matière de gilets et les radeaux de sauvetage également, parce qu'au-delà des gilets, chaque chaloupe prend 350 places. Mais nous avons des radeaux de sauvetage qui peuvent prendre jusqu'à 800 personnes. Côté sécurité, le port de gilet est obligatoire. Nous travaillons avec la gendarmerie, avec aussi la police
qui nous aide toujours à faire une réglementation stricte pour faire traverser les gens. Piloter une chaloupe requiert une formation. L'équipage est identique à celui des grands bateaux et chaque membre a une tâche qui lui est assignée pour une bonne traversée. Conduire une pirogue ou une navette est beaucoup plus simple. L'équipage se réduit à un membre qui se charge de conduire son embarcation à bon port. À bord de la chaloupe, vous avez le commandant, son second, il y a le chef mécanicien, son second, nous avons un bosco secrétaire, le maître d'équipage, le maître second maître d'équipage et 4 modelots. Ça fait un nombre de 10 à l'équipage. Je n'ai pas reçu de formation pour conduire une pirogue. C'est un métier qu'on apprend de père en fils. Il suffit juste de bien maîtriser la direction des vagues et de connaître la mer. Aussi bien à Gorée qu'à Ngor, le transport constitue un casse-tête pour de nombreux insulaires. Cependant, le coût est très supportable pour les résidents des deux îles. Dossier signé Daba Kébé, actualité hors de nos frontières, avril 1994. Le monde entier était sous le choc suite au génocide perpétré contre les Tutsis. 1994-2014, 20 ans après, la communauté internationale s'interroge. Toujours plus de 800 000 personnes étaient massacrées sous le regard impuissant des Nations Unies. La flamme du souvenir brûle au Rwanda. Le pays commence la commémoration des 20 ans du génocide perpétré contre les Tutsis en avril 1994. Plus de 800 000 personnes étaient alors massacrées sous le regard impuissant des Nations Unies. Une responsabilité toujours aussi lourde à porter aujourd'hui. Nous ne devons jamais oublier l'échec collectif à empêcher le génocide au Rwanda. Le fait de répéter continuellement la phrase « plus jamais ça » est en soi un signe de cet échec. Nous devons tirer les leçons du passé pour progresser, encourage le général Dallaire lors de cette session consacrée à la prévention des génocides. Roméo Dallaire commandait les forces de l'ONU au Rwanda en 1994. Dès janvier, il alertait en vain les Nations Unies sur les risques d'extermination de masse. 3 mois après le génocide commençait, des milliers de civils massacrés au lieu d'être protégés par les casques bleus. Où est-ce que vous placez la barre pour dire que ce n'est pas votre problème? Quels critères allez-vous utiliser pour dire que ce n'est pas votre problème? 20 ans après, trouver la paix est toujours compliqué pour les survivants, malgré un tribunal international spécial et des procès au Rwanda contre les génocidaires. C'est un crime trop grand pour arriver à le punir, trop grand pour pouvoir le juger. Alors pourquoi, à d'autres endroits comme au Mali ou au Soudan, on ne commettrait pas les mêmes choses puisque manifestement, la justice a fait le minimum au Rwanda? Une vision peu optimiste mais lucide. Soudan du Sud, Centrafrique, l'ONU le sait, les exemples de violences interethniques ne manquent pas. Nous devons admettre que les leçons apprises durant toutes ces années ne sont pas toujours suivies d'action. Depuis la tragédie rwandaise, d'autres atrocités de masse ont fait des centaines de milliers de morts et des dizaines de millions de déplacés. Les leçons du génocide, le Rwanda aussi a du mal à les tirer. La réconciliation nationale entre victimes et bourreaux est toujours complexe. La parole a du mal à se libérer et se définir Hutu ou Tutsi, aujourd'hui encore, est un tabou. Au Sénégal, une délégation nigériane envoyée par le président Goodluck Jonathan est arrivée à Dakar ce matin. La délégation s'est rendue à Medina Baye pour assister au Gamouat prévu demain. Écoutons à ce propos le chef de la délégation, M. Touraki. Ça, c'est une délégation spéciale qui a été envoyée par son Excellence le président Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, pour venir célébrer le Gamou, le Maouloud, avec Cheikh Tidjani Niass, parce que beaucoup de Nigériens, de musulmans nigériens appartiennent au secte de Tidjania. Donc le cheikh a beaucoup fait pour le Nigeria, surtout dans ses prières
pour le Nigeria et pour la paix dans le monde. Et cette année, surtout cette année, quand le Nigeria va célébrer le centenaire de son existence en tant qu'entité, en tant que nation, donc le président a voulu envoyer cette délégation spéciale pour célébrer le Gamou, pour remercier aussi le chef pour tout ce qu'il a fait pour le Nigeria et pour la communauté musulmane, et en même temps de demander des prières du chef pour la paix dans le monde, pour la paix au Nigeria. L'Église catholique du Sénégal accueille de nouveaux diacres. Ils sont au nombre de 5. La messe d'ordination a eu pour cadre la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Elle a été présidée par le cardinal Sarr. Le compte-rendu signé Eric Nimati. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. La litanie des saints et la remise du livre des évangiles marquent la fin de ce processus d'ordination. Avant cette ultime étape, l'évêque a imposé ses mains sur les candidats au presbytérat et leur a fait porter les étoiles sur les épaules. Un rituel intensément vécu par l'assemblée des fidèles qui étaient de tout cœur avec leurs futurs serviteurs. Quelle est la mission particulière du diacre dans l'Église catholique? Le diacre est un serviteur. Il est ordonné en vue du service. Après avoir compté sur eux pour le service des tables, on a fait appel à leur service pour toutes sortes d'œuvres de charité. Très tôt, on a aussi fait appel à eux pour aider les pasteurs à proclamer l'Évangile et à célébrer les actes du culte chrétien. L'Église accueille donc de nouveaux pasteurs. Benoît, Claude, Victorin, Marcel et Pierre sont désormais des hommes d'Église. C'est donc au nom du Christ, par la parole et la grâce de Dieu, qu'ils s'engagent à servir les hommes partout où ils seront conduits par leurs supérieurs. Je compte mener cette mission à travers d'abord les enfants, dans l'enseignement, dans le service de mes frères, de mes sœurs, dans tous les domaines, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les paroisses et n'importe où je me trouverai. Les nouveaux diacres sont issus de plusieurs congrégations. Cette ordination diaconale constitue donc une première organisée par les pères piaristes au Sénégal. Un événement qui coïncide avec la clôture du jubilé d'or des piaristes présents dans le pays. Sport à présent, basketball, trophée des champions. Le Saint-Louis Basket Club a battu Dicko 64-54 chez les dames. Et chez les messieurs, l'UGB remporte son duel face au Duc 81-62. Le trophée des champions, initié par le comité de normalisation du basketball, marque le démarrage de la saison sportive de basketball 2013-2014. Reportage de Salut-Sec. Une soirée 100% saint-louisienne. L'université Gaston Berger et Saint-Louis Basket Club remportent leur premier trophée de la saison. Pour cette première édition du trophée des champions, les dames d'abord. Sur un parquet du stade Maurice Ndiaye rénové, le Saint-Louis Basket Club s'impose dès la première minute de jeu face au Duc, 21-13 au premier quart-temps. Grâce à leur adresse et à leur rapidité, Ndaysen et sa bande ne laissent aucune chance au Ducesse 34-24 à la mi-temps. À la reprise, les Saint-Louisiennes jouent facile, déroulent et creusent l'écart. Au coup de sifflet final, il est à 10 points. Nous avons des joueuses comme Django et Hermine qui n'ont pas encore rejoint le groupe. Et comme vous le voyez, on a joué avec des nouveaux recrues qui n'ont pas encore maîtrisé notre plan de jeu. Et aussi, physiquement, nous ne sommes pas encore prêts. On était dans notre jour.
aujourd'hui. Et on a eu de la réussite par rapport aux jeunes. Mais maintenant, encore fêter le Duc. Et maintenant, le reste, maintenant, se concentrer sur le championnat. Chez les messieurs, l'UGB prend sa revanche face au Duc, qui l'a privé d'un doublé lors de la saison dernière. Les poulains de Cheikh Sarr se signalent dès le début de la rencontre avec une bonne tactique de jeu. Ils dominent la première période. Le sursaut d'orgueil des étudiants de Dakar à la reprise n'a pas empêché aux Saint-Louisiens de confirmer leur mise sur ce match. Score final 81-62. On a pêché surtout au niveau des lancers francs parce qu'on a mis 14 sur 28. Ça se paye cash. En même temps, notre repli défensif, on avait un très mauvais repli défensif. On a essayé de tout faire pour gagner le match en défense. Donc on a fait une bonne défense et ce qui a permis de couper les ballons et à les marquer. Ensuite, on a eu de la réussite dans le 3e et le 4e quart-temps. Quand même, ils nous ont mis 22 points dans le 2e quart-temps. On a un peu dormi. On a essayé également de revenir pour mettre en place quel système qu'on voulait essayer, mais ça a marché. De la joie pour les Saint-Louisiens et de la fierté pour le CNDS qui a relevé un défi de taille. On salue l'initiative parce que ça nous permet de démarrer la saison. Je crois que la saison a démarré à travers ce tournoi des 4 grands. Pour nous, c'était un ballon d'essai, c'était un ballon de sonde. Et je dois noter avec satisfaction la mobilisation, mais aussi la participation de tous les acteurs du basket. Prochaine étape du CNDS, le début du championnat fixé au 25 janvier prochain. 13e journée dans la poule A. Le Mali s'est imposé devant le Mozambique. Le score 2-1. Les Maliens se qualifient pour les quarts de finale, tandis que les Mozambicains, déjà éliminés avant ce match, rentrent au Bercail avec 0 points. Et là, je tire notre ami. Le Mali est la première équipe qualifiée en quart de finale du CHAN 2013. Les Aigles ont pris le dessus sur une vaillante équipe mozambicaine qui a pourtant ouvert le score à la 38e minute. Josimar, complètement esselé et à la réception d'un centre venu de la gauche, il barre d'une magnifique volée et avec l'aide du poteau, le portier malien. C'est avec ce léger avantage d'un but qu'il retourne au vestiaire. De retour sur la pelouse, ce sont les Maliens qui dès l'entame se montrent dangereux. Ils égalisent même 3 minutes seulement après la reprise par Sidibé. À un but partout, les Aigles tiennent leur qualification, mais ils vont définitivement la sécuriser en inscrivant un deuxième but sur penalty dans le temps additionnel par Traoré. Le Mali termine en tête du groupe A avec 6 points et se qualifie donc pour les quarts de finale. Quant aux Mozambicains, ils rentrent au pays avec 3 défaites et 0 points. Match de la poule A, le Nigeria a battu l'Afrique du Sud, du pays organisateur, 3-1. Le Nigeria est donc qualifié, l'Afrique du Sud éliminée. CAN Handball 2014, dimanche de repos pour les deux sélections nationales entre séances de décrassage et ambiance bon enfant. Nos équipes se sont glissées dans l'antre des Lions, histoire de jauger leur détermination qui est loin d'être entamée et l'entente continue à représenter dignement les couleurs nationales. Sur place, nos envoyés spéciaux, Seydina Aline Diogo et Maman Ndiaye. Une mise au vert après un début de tournoi en demi-teinte. On eut une défaite, mais la confiance est là. L'équipe nationale féminine de handball se voit aller loin dans la compétition. Nous, on est ambitieuse, on vise la finale et pourquoi pas une place mondialiste. Il va falloir qu'on se batte, qu'on continue à se battre. On a fait nos preuves face à l'Algérie, on va se battre contre le Cameroun. Ce qui pourrait nous pousser à aller au maximum, c'est vraiment la solidarité. Solidarité, on trouve, c'est de la combativité et l'envie d'aller jusqu'au bout, quoi. L'ambition d'un groupe qui compte jouer pleinement sur un de ses atouts, la cohésion. Plus qu'une équipe, une famille respirant l'enthousiasme, les Lions ne savent pas que manier la petite balle. De la joie de vivre exprimée aussi dans la culture du pays, sénégalaisement vôtre, et tant pis si certains clichés ont la peau dure. J'étais en équipe de France jeune, donc j'ai joué avec l'équipe de France. Quand on est en équipe de France, bon, on dit il y a beaucoup d'étrangères. Quand on est en équipe du Sénégal, on est étrangère, donc ça nous blesse un peu. Et franchement, moi, j'ai toujours voulu jouer pour le Sénégal, surtout pour mes parents et ma famille. Et pour les rendre fiers et rendre fiers ma patrie. Donc moi, en aucun cas qu'on dise que je suis française, certes, mais je suis sénégalaise avant tout. Je parle le mandjak, par exemple. Bon, malheureusement, ils n'ont pas insisté pour que je parle le Wolof. Il faut leur dire d'arrêter
arrêtez. Malheureusement, j'ai pas appris le Wolof parce que mon père il parle beaucoup de langues, mais déjà je parle le Mandjak. Aussi Mandjak on va tuer, Antoro. Kujeji. Amoro. Badjom. Sama Wolof Neroul. Bon, nous on fait abstraction de ça, on sait qui on est. Maintenant, si on représente le Sénégal, c'est parce que nous, intérieurement, même si on est né en France, on vit en France, on est sénégalaise. En premier lieu. Quoi. Sénégalaise fière de l'être, l'esprit est inculqué à la benjamine du groupe. On l'explique à chaque fois, tout ce qu'on dit en français après on lui traduit tout en Wolof, donc voilà. Donc on laisse personne à l'écart. Et ça c'est bien. Ce serait encore mieux avec une première victoire dans la compétition. Objectif visé lundi, dompter les Lions du Cameroun. Ambiance bon enfant, c'est les Lions du handball. Espérons que les résultats vont suivre. Culture, au deuxième jour du festival de Bakel, la place Thierno Bokar Sissoko a été le point de ralliement des festivaliers et des hôtes. L'histoire de la mort mystérieuse des 100 circoncis a été retracée. Il y a eu également d'autres prestations et les talibés étudiants coraniques se sont fait signaler, nous dit Abdoulaye Sinkare. Le lieu est mythique, son histoire saisissante. La légende raconte la mort tragique de 100 circoncis sur ces collines. Depuis, elles sont restées un passage obligé pour les nouveaux initiés. Par derrière, il y a ce qu'on appelle le cimetière des circoncis, des 100 circoncis. Alors lorsqu'ils sont morts, il restait un seul. Ce circoncis est parti en ville. Et au grand étonnement de sa mère, parce que les circoncis ne fréquentent pas les maisons pendant qu'ils sont dans la case, il dit mon enfant, je voudrais que notre nom soit sauvegardé pendant des générations et des générations. Tu vas retourner là où les autres sont tombés pour à ton tour sucer le tamarin et mourir. L'enfant a compris et il est retourné. Hier la tragédie, aujourd'hui la comédie. Cette place baptisée Thierno Bokar Sissoko, du nom d'un illustre homme de culture, accueillit quelques prestations du festival. L'histoire des circoncis est certes retracée, mais les talibos, étudiants coraniques en soninké, ont sans nul doute capté l'attention. Cette danse a été créée par une élève. Lorsqu'il est parti visiter ses parents, il a trouvé ses soeurs qui les ont accueillis, le pied et le mouton pour lui. Il est retourné là où il a appris. Il est venu prendre ses élèves pour lui aider à remercier ses sœurs qui lui ont fait ce travail-là. L'étape des deux collines est l'un des moments les plus attendus du festival. Au-delà de l'aspect festif, elle constitue un saut dans la mémoire collective. Un lait jalousement gardé jusque-là. Abdoulaye Sinkare qui promet de revenir sur les temps forts du troisième jour du festival des ondes d'intégration de Bakel. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h. Au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis. Bonsoir. ak 200 francs donc xoosal sa ticket noppale boo ci fekkee ñetti xéewal yu nuro mën ngaa gagné ba 200 000 francs noppale daal moo noppale. Bonjour, je m'appelle Astou. En 10 ans, beaucoup de choses peuvent changer dans votre vie. Mais avec le nouveau Samsung Duracool Smart, vous n'aurez pas à changer de réfrigérateur. Regardez par vous-même.